Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de l'expression française en mention médiocre. C'est une interrogation avec deux invités. Le professeur Martin Dossou-Benouga. Il est professeur titulaire de littérature africaine, enseignant-chercheur au département de lettres modernes à l'Université de Lomé et directeur général du Centre international de recherche et d'études de langue. Avec lui, Dr Raymond Kokouaoukou, maître assistant en sciences de l'éducation, expert en innovation en ingénierie de la formation et puis responsable de la filière formation des enseignants du secondaire en lycée à l'Université de Lomé. Avant la pause, donc, j'ai promis revenir avec vous sur la nécessité de former des pédagogues. Mais expliquez-moi, en quoi est-il important de former quelqu'un qui détient déjà une connaissance, quelqu'un qui maîtrise les mathématiques, qui a sa maîtrise, son master en mathématiques. Pourquoi doit-on lui enseigner une pédagogie avant d'aller dans les classes, les salles de classe enseignées? C'est deux domaines différents. Ah bon? C'est deux réalités totalement différentes. Expliquez-moi. Et les deux domaines ne sont pas interchangeables. Donc on peut posséder la connaissance sans savoir transmettre la connaissance. La connaissance. On peut être brillant dans un domaine à l'université ou dans une... Bon, pas dans une école de formation, mais on peut être brillant en lettres modernes, par exemple, et être piètre enseignant de français dans un établissement. C'est une attitude enseignée et également un comportement qu'il faut avoir, qui permet d'établir des relations avec la classe, qui permet également de savoir comment transmettre les connaissances. Et il faut nécessairement que celui qui sort bardé de diplômes, nanti d'un certain nombre de savoirs, puisse apprendre la pédagogie du français. Comment aborder telle réalité en français ou telle autre. Parce que ce qui se donne dans nos départements et nos facultés, ce sont des connaissances générales dans une discipline donnée. Or, nous parlons d'enseignement, qui est également une discipline. C'est même pour ça que, à un moment donné, à l'université, quand vous faites la faculté des lettres, la faculté des sciences, et que vous êtes destiné à l'enseignement, vous devez nécessairement, sur 3 ans, passer par l'INSEE, où vous apprenez l'histoire de l'éducation, les méthodes d'enseignement, et vous avez également une prise en charge pratique, en formation pratique. Donc, vous faites une expérimentation, on vous suit, et ce n'est qu'après que vous êtes mis en contact au cours d'un stage avec la classe, et ensuite, vous pouvez prendre la classe après, en charge après. Mais si vous ne le faites pas, c'est ce qu'on appelle un parachutage. Vous prenez l'individu, vous le bombardez dans une classe et vous lui demandez d'avoir de bons résultats. Il ne peut même pas savoir comment enseigner. Il ne peut même pas savoir comment échanger avec la classe. C'est très important en pédagogie. Et quel que soit son savoir, il sera incompétent dans la classe. Maintenant, le temps passé dans un établissement, et c'est pour cela que le travail doit être un travail collectif, doit être une synergie entre enseignants qui étaient là avant, qui vont suivre pour que, au niveau de l'établissement, le travail puisse être fait, si ce n'est pas fait dans les écoles spécialisées de formation pédagogique. Bon, on a les universités, on a l'école normale, et de l'ENS, on a les ENI, qui peuvent accompagner dans l'art d'enseigner. L'art d'enseigner n'est pas la même chose que l'acquisition de savoir en littérature. En littérature, vous apprenez sur la discipline. Vous n'apprenez pas à enseigner la discipline. Oui, docteur Aoukou, oui. Est-ce que cet art d'enseigner n'est pas un don? Vous qui êtes responsable de la filière formation des enseignants du secondaire, quelqu'un que vous formez à l'enseignement, est-ce qu'il est différent fondamentalement de quelqu'un qui est sorti des lettres modernes et qui enseigne lui aussi? Franchement. Totalement. Ah bon? Ah oui. Non seulement je le sais par expérience, mais je le sais parce que j'ai consacré pratiquement toute ma carrière à l'étudier. Et donc, je peux vous dire une chose. Pour faire bien comprendre la situation à nos téléspectateurs, prenons votre cas. Vous êtes un journaliste. Tout le monde sait que vous pouvez conduire une discussion autour d'une table avec des invités.
On est d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez enseigner ce que vous savez faire là à quelqu'un qui ne le sait pas, sans prendre certaines précautions? Alors, revenons à une autre situation. On nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le savoir savant. C'est-à-dire que c'est le savoir brut qu'on va apprendre auprès de celui qui l'a inventé. Mais à côté de cela, il y a le savoir enseigné. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un d'autre qui s'approprie ce savoir-là et le transmet. Et le transmet. Alors, dans le jeu de rôle qui se dessine, c'est que une fois que vous avez fini d'apprendre une discipline donnée, ce n'est pas sûr que vous soyez à même de pouvoir enseigner cette discipline-là. Celui qui vous a appris la discipline, lui, savait l'enseigner. C'est pourquoi il a réussi à vous le faire acquérir. Mais par contre, vous qui venez de récupérer la connaissance brute, vous n'êtes pas en capacité de l'enseigner si on ne vous apprend pas deux choses. D'abord, comment communiquer avec les autres. Ouais. Et être sûr que ce que vous faites passer comme message, ils le reçoivent et ils l'intègrent à leur culture. Deuxième chose, les différentes disciplines ne s'enseignent pas de la même façon. C'est ce qu'on appelle la didactique. Donc, non seulement savoir comment transmettre de façon générale les connaissances en termes de communication, organiser et pouvoir transmettre des connaissances, mais aussi, dans chaque domaine, connaître les spécificités. Il y a des disciplines qui ne s'enseignent que par des problèmes. C'est-à-dire que c'est chaque fois que vous voulez faire passer le message, il faut que ça soit sous la forme d'un problème. Ouais. Et c'est dans la recherche de la solution à ce problème-là que l'apprenant voit le processus par lequel vous êtes arrivé à la solution. Et en le reprenant, il pourra alors le faire. Donc, lorsqu'on forme les enseignants, nous avons trois préoccupations. La première préoccupation, c'est le contenu à faire acquérir à d'éventuels élèves. C'est ce que nous appelons le contenu disciplinaire. Ça, on peut dire tout le monde là, pour peu que vous êtes passé dans une institution. Deuxième chose, la profession, le métier d'enseignant. Hein, c'est un peu comme un forgeron ne ferait pas le travail d'un menuisier. Donc, le métier aussi s'enseigne à ses règles. C'est toute une... Aujourd'hui, on parle d'ingénierie parce que c'est très complexe. Et ce n'est pas ce que vous savez peut-être à travers l'école, ce n'est pas sûr que dans une situation contextuelle, vous retrouvez les mêmes données pour pouvoir l'appliquer. Et donc, il faut absolument faire preuve de génie. Et la troisième chose, c'est l'immersion. C'est-à-dire le fait d'être dans un lieu où cela se fait pour que vous compreniez comment on s'y prend à chaque fois qu'on a des problèmes pour pouvoir avancer. Donc, c'est tout un jeu complexe. Et le drame, je dis ceci toujours, que nous utilisons en pédagogie un concept qu'on appelle l'intervention pédagogique. C'est comparable à l'intervention chirurgicale. C'est-à-dire que face au chirurgien, il y a un malade qu'il faut soigner. Et pour cela, on a besoin de certaines compétences pour intervenir et soigner la personne. Mais si par malheur, le chirurgien n'arrive pas à opérer correctement le patient, qu'est-ce qui se passe? Le patient meurt. On est d'accord. Et pour le pays, vous avez perdu un individu, un homme. Fut-il compétent, c'est un que vous avez perdu. Mais dans l'intervention pédagogique, il s'agit d'un individu qui est en face de plusieurs personnes et de plusieurs générations. Et donc, quand lui, il rate son intervention pédagogique, il ne sacrifie pas un seul citoyen, il sacrifie des générations. Et c'est pourquoi c'est stratégique. Je prends le cas du Nigeria. Au Nigeria, on ne vous autorisera jamais à entrer dans une classe si vous n'êtes pas passé par une école de formation professionnelle. Et pourtant, le Nigeria fait combien d'élèves? C'est ce qu'il faut comprendre. Pour dire que l'enjeu est tel que nous devons prendre conscience que on ne vient pas à l'enseignement par défaut. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas autre chose à faire qu'on vient l'enseignement. Au risque de sacrifier des générations. Et c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement.
Professeur Konouba, qu'est-ce qui arrive quand on enseigne fait ses cours sans avoir reçu une formation? Ben, ce qui arrive, c'est que vous l'envoyez à l'abattoir. Est-ce que c'est lui que vous envoyez à l'abattoir? Non, il l'a dit tout à l'heure. Les étudiants, Non, les apprenants. vous l'envoyez lui-même d'abord à l'abattoir. C'est-à-dire que quand il rentre dans la classe, il n'a pas le savoir, il n'a pas non plus la compétence d'enseigner, il va se chercher dans la classe. Il sort le bâton. C'est le mauvais choix. Le mauvais choix. Le mauvais choix parce que il va traumatiser les enfants. Et les enfants, quelles que soient leurs compétences, ne peuvent plus le suivre. Et ils vont toute leur vie intérioriser la peur de l'enseignant. Or, un enseignant n'est pas, bon, en dehors des enseignants coloniaux, un enseignant n'est pas celui qui effraie. Doit être celui qui accompagne, qui rassure. Doit être celui qui est à l'écoute de sa classe, qui cherche à connaître ses apprenants. Et donc, quand il vient et il va dans la classe, il va faire du bachotage. Il va se chercher, il n'a pas la compétence, il n'a pas la connaissance, il va faire de l'à peu près. Quand il fait de l'à peu près, il est, comme l'a dit tout à l'heure Raymond, il est en train de sacrifier des générations entières. Il sera difficile demain à un autre de récupérer ses enfants. Parce qu'il serait parti sur de mauvaises bases. Et ce qui est même plus dangereux, c'est qu'ayant pris conscience de ses propres faiblesses, il ne fait pas l'effort de corriger ses faiblesses, il va se passer pour un savant. Et là, c'est encore plus dangereux. Donc, un enseignant qui n'a pas la formation, qui n'a pas la connaissance, que vous envoyez dans une classe, il faut trouver un moyen de le retirer de la classe. Tout simplement. Je vais vous donner quelques petites illustrations. D'habitude, quand un enseignant vient au tableau, il a le dos tourné. Ce qui n'est pas normal. À la classe. On est d'accord. Un enseignant ne doit pas avoir le dos tourné à la classe. Quelque chose d'aussi basique. Ouais. Autre chose, les couleurs. Pourquoi on utilise les couleurs à l'école? C'est pour marquer des moments. On ne représente pas un fleuve avec du jaune. On ne représente pas des montagnes avec du vert. On n'écrit pas toutes les phrases en blanc, etc. Ce sont des codes qu'il faut faire intégrer aux apprenants. C'est ça qui les fait avancer. Malheureusement, je vous dis, si vous sortez d'ici et que vous allez dans presque toutes les classes que vous avez dans le secteur, vous allez voir qu'il n'y a pas de craie de couleur. Alors, quand vous voulez faire conjuguer un verbe, comment vous décliner les substantifs? C'est ce qui se faisait. Les désinences. Les désinences sont comment on peut apprendre une langue si déjà l'enseignant ne peut pas être à même de mettre en évidence les moments où il y a une variation dans les acquisitions. Donc c'est aussi basique que ça. Ça a l'air d'être con, mais c'est ce qui tue le système. Mais donc finalement, c'est un dialogue de sourds que vous instaurez dans les salles de classe quand, dans la majorité des cas, ceux qui enseignent n'ont pas reçu cette formation et ils viennent d'ailleurs d'une formation reçue par ceux qui n'ont pas été formés, qui ont donné cette formation. Je vous dis que ce n'est pas un dialogue de sourds, c'est-à-dire que nous mettons devant nos enfants des gens qui les massacrent. C'est plus dangereux que ça. Oui, mais demain, les massacrés reviennent aussi sans formation pour massacrer d'autres personnes. Moi, je dis qu'il faut relativiser. La réalité, elle est celle-là. Mais dans chaque établissement, si le premier responsable de l'établissement est conscient qu'il a un rôle à jouer au plan national, qu'il a une responsabilité vis-à-vis de la nation. Et l'inspecteur aussi. Bien entendu, au niveau de toute la chaîne, il y a un travail à faire. Et on commencera par l'enseignant lui-même. L'enseignant lui-même, qui entre dans le système en ayant évalué ses propres faiblesses, doit commencer par travailler. Pas travailler seul, doit travailler en équipe. Parce qu'on ne peut pas être dans un système éducatif et vivre de façon solitaire. C'est même très intéressant de travailler en équipe et d'échanger les expériences
d'échanger les documents, le matériel didactique et de progresser. Il doit y avoir au niveau de la direction également une prise en charge qui consiste en un suivi du travail fait par les enseignants. Même s'il y a des difficultés à aller dans tous les établissements, mais pourquoi un censeur, une fois, ne peut pas avoir des séances de travail avec ses enseignants? Pourquoi on ne peut pas nommer un responsable de la discipline qui régulièrement travaille, ne serait-ce qu'une fois par trimestre, travaille avec les autres enseignants de la discipline, et ainsi de suite. On aura ainsi trouvé des débuts de solutions aux difficultés que notre système connaît. Oui. Le problème, c'est quand il y a une démission à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que cela, bon, mon collègue est beaucoup plus outillé que moi. Vous allez dans certains établissements, tout le monde va dans tous les sens. Personne ne sait ce que son collègue fait dans sa classe. Or, il doit y avoir une continuation dans tout ce qui est fait. Du premier niveau jusqu'au dernier niveau. C'est ce travail en équipe qui crée la cohésion et qui crée la complémentarité et qui permet alors d'apporter des réponses aux apprenants. Oui, je voudrais qu'on parle aussi du contenu de la formation, du choix des curricula de formation, mais avant ça, je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse. Est-ce que c'est dangereux que les parents accompagnent les enfants à la maison? Parce qu'à priori, eux, c'est encore plus grave. Ils n'ont pas certainement la connaissance, ils n'ont pas la manière d'enseigner, mais comment on peut régler ce problème? Non, l'intervention des parents, ce ne sont pas des spécialistes, sous réserve que vous ayez un père qui ait les compétences pour enseigner. Donc, doit-on arrêter de suivre les enfants? Non. Le suivi des enfants a un rôle important dans les acquisitions. Ça veut dire quoi? C'est la présence du parent aux côtés de l'enfant le rassure. Le rassure parce qu'il estime que ce qu'il fait est encouragé par quelqu'un qui est extérieur à la classe. En d'autres termes, cela veut dire que si vous ne prenez pas conscience de ce fait et que vous ne vous intéressez pas à ce que vos enfants font à l'école, ce n'est pas de comprendre ce qu'ils font, mais vous intéressez à ce qu'ils font à l'école, vous avez toutes les chances de faire en sorte qu'ils décrochent. Vous les poussez au décrochage. Donc, une maman ou un tuteur qui rentre à la maison et qui ne pose pas la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait de votre journée en classe, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, etc. Il faut un savoir-faire dans ce sens aussi, non? Parce que ça ne doit pas se faire n'importe comment. Parce que la plupart du temps, mais ce n'est pas formalisé. Avec le bâton derrière. Non, ce n'est pas formalisé comme ça. En fait, ce que dit Raymond, le rôle, dans certaines situations, le rôle du parent n'est pas de vérifier ce qui est fait en classe. Non. C'est sa présence auprès de son enfant. C'est-à-dire que chaque jour, quand le parent cherche à savoir si l'enfant a pu assister à un cours dans la journée, si on lui a donné des exercices, ça permet à l'enfant de se mettre activement au travail. Ça le rassure, comme il a dit, mais en même temps, ça permet à l'enfant de se dire psychologiquement que mon père est intéressé par ce que je fais. Cela joue un rôle capital dans le développement de l'enfant. Oui, mais vous dites ce qui doit être fait, mais est-ce que c'est compris comme ça? Non, ce n'est pas compris comme ça. Ce n'est pas compris comme ça. Je vais vous dire une chose. En fait, certains disent que tout ce qui relève des apprentissages doit se faire dans le cadre scolaire strict. C'est-à-dire que rien ne doit se faire en dehors de la classe. Donc, on prévoit les activités et dans certains systèmes, c'est organisé pour. C'est-à-dire quoi? L'enseignant a les activités qui sont prévues, l'apprenant a les activités qui correspondent aux activités des enseignants et tous font un travail plus ou moins de continuum, de chevauchement, jusqu'à atteindre l'objectif ou la compétence qu'ils voudraient atteindre. Il n'y a pas de travail en dehors de l'école. Comment on l'appelle, l'espace en dehors de la classe est fait pour se reposer. On est d'accord? Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? L'enseignant occupe tout l'espace qui lui est réservé en classe et l'espace qui est réservé à l'apprenant
Et il fait le travail à la place de l'apprenant. Parce qu'il estime que le programme étant ce qu'il est, pour être sûr de pouvoir terminer ce programme-là, il est obligé de prendre les heures d'activité de l'apprenant et de l'ajouter à ses heures. Et il a l'impression de faire un travail extraordinaire. Oui, mais qu'est-ce que l'apprenant lui fait? Pour le moment, l'apprenant le regarde faire. Puisque tu ne me proposes rien à faire, qu'est-ce que tu voudrais que je... Alors, je dis que les classes où les enfants sont associés au travail, où on laisse la main aux enfants, c'est les classes où on a le plus de résultats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est à travers ce qu'ils font que vous découvrez les difficultés qu'ils ont et vous les amenez à franchir ces difficultés ou à régler ces difficultés et à aller vers l'objectif. Pendant longtemps, on a pensé que l'enseignant qui décline bien son cours, qui est là tout le temps et qui parle bien, qui à la limite difficilement tolère les questions de l'apprenant, c'est le meilleur. Non, il n'est pas meilleur parce qu'il ne fait pas réussir les apprenants. Donc aujourd'hui, c'est qu'on est allé vers une déviation où l'espace qui est réservé au repos est repris par d'autres intervenants qui ne sont pas des enseignants, qu'on appelle répétiteurs, etc. Maintenant, de plus en plus, ce sont des enseignants. Parce qu'il y a un enjeu économique derrière. Donc, l'enseignant qui est supposé faire le français à l'élève en classe n'arrive pas à faire son travail et récupère l'enfant à la maison en disant je vais poursuivre. Je dis ça ne vaut pas la peine puisque tu n'as pas pu le faire à l'école avec lui. Pourquoi tu viens En fait, c'est ça la question insidieuse qu'il posait. Je sais. Non, mais non, ma question est... Tout apprenant, parce que parfois, les enfants reviennent à la maison avec des exercices où les parents sont sollicités pour les accompagner. Donc, si vous n'avez pas une méthodologie, une façon de faire, vous allez plutôt compliquer les choses. Ma cousine qui est au village, qu'est-ce qu'elle peut apporter à son enfant qui a reçu des exercices? Il y a deux types d'accompagnateurs. Il y a l'accompagnateur aguerri qui peut-être a reçu une connaissance, un apprentissage pour vérifier la qualité de ce qui a été enseigné. Mais il y a également l'accompagnateur profane. Lui, d'ailleurs les deux, leur rôle, c'est de s'assurer que l'enfant va à l'école. C'est de rassurer l'enfant. C'est de faire en sorte que l'enfant lui-même trouve une joie en rentrant à la maison, à venir vers son père ou vers sa mère et lui dire « Papa, tu sais, on nous a appris cette chanson à l'école aujourd'hui. Je veux te la chanter. » Et il faut lui prêter toute oreille et écouter. « Papa, on nous a enseigné telle règle de grammaire à l'école. » Et bon, avant, ça se faisait dans des chansons. Et il chante ou il récite la leçon. Alors, plus cette communication-là est établie entre père, entre parents et enfants, plus l'enfant peut avoir la possibilité d'évoluer. Mais la question la plus insidieuse que vous posiez, c'est le temps de repos de l'apprenant. Mais on ne peut pas occuper tout le temps un apprenant. Il va devenir demain un abruti. C'est-à-dire que l'enfant, dès le bas âge, est surchargé de travail. Donc, il n'a plus le temps de se reposer, il n'a plus le temps de se reconstruire socialement et psychologiquement. L'enfant a besoin de jeux. Pas forcément les jeux électroniques que nous leur achetons, mais il a besoin, par exemple, de jouer avec les autres enfants de la même tranche d'âge que lui. Il a besoin de taquiner X ou Y. Il a besoin de jouer au marelle ou à d'autres jeux. Il a besoin de courir dans le quartier. De connaître son environnement, son milieu. C'est ça qui permet à l'enfant de se développer, de s'éclater. Mais lorsque l'information pédagogique occupe l'enfant tout entièrement, et vous voyez même des enfants qui vont au lit à 22h ou à 23h, alors qu'ils ont à peine 15 ans. Il a besoin d'au moins 8 heures de sommeil pour faire fonctionner son organisme et pour être équilibré demain. Alors quand nous faisons tout cela, c'est qu'il y a un problème quelque part qu'il faut poser. Le problème, de plus en plus maintenant, depuis la grève générale de 92, on a vu apparaître une deuxième classe qui se fait en dehors des structures scolaires et académiques, qui se fait dans les maisons ou même dans les établissements à des heures où l'enfant est censé se reposer ou s'amuser. Absolument.
Bon, parlons du contenu maintenant de la formation. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité? Parce que ce qui s'enseigne, c'est ce qui a été enseigné il y a 10 ans, 20 ans. Les programmes des années 70, ce sont eux qui se déroulent encore devant les élèves aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité que vous, éducateurs, vous réunissiez pour dépoussiérer tout ça, pour remettre au goût du jour ce que vous devez donner aux apprenants? Oui, je dis toujours que le système éducatif est comme un moulin. Si vous l'arrêtez, il n'y a plus de pâte à la maison. Donc, il faut savoir l'arrêter, savoir quand est-ce qu'il faut absolument Alors, à la maison, on fait le jeu. Voilà, il faut être capable de le faire. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est quoi? C'est que pour formuler comment on les appelle, pour formuler les contenus d'enseignement, ce qui est plus ou moins à la base de la construction du profil de la personne qui va sortir du système. Exact. Il faut connaître bien son milieu, connaître les problèmes de son milieu, tenir compte de tout cela pour faire des choix et organiser les contenus d'enseignement pour que l'individu qui va sortir du système soit à même de régler les problèmes qui sont les siens. Ouais. Alors, nous, malheureusement, on a hérité d'un système colonial. Il ne faut pas... ça vaut ce que ça vaut. À des moments, on a pensé qu'il faut les réformer. On a fait des réformes avec ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est que l'individu qui sort est considéré comme un individu formé, abouti, recherché, du moment où il s'éloigne de son milieu. C'est ça la réussite. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui, en définitive, a réussi ce qu'on lui a appris, mais qui est incapable de faire face aux besoins de son milieu. Et c'est le vrai enjeu. Qui n'est pas capable de faire face à ses besoins. Ses problèmes et aux problèmes de son milieu. Alors, maintenant, pour faire les réformes, il faudra renverser les choses. Il faut que nous partions de nos problèmes. Si nous voulons vraiment faire les choses, il faut que nous partions. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons comme problème? Nous avons des problèmes d'énergie, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous éclairer. Nous avons des problèmes de santé, nous n'arrivons pas à nous soigner. Nous avons des problèmes d'éducation. Il faut former toutes les personnes qui sortent généralement de nos institutions. Nous avons des problèmes de sécurité. Et donc, c'est en fonction de cela qu'il faut penser notre système éducatif pour que, au sortir, l'individu soit utile à sa société. Et donc, le problème qui se pose, et il faudra absolument être honnête pour le dire, c'est que nous sommes à la conjonction de plusieurs facteurs et de plusieurs, je dirais, contraintes. Plusieurs contraintes prioritaires. Contraintes. Oui. Première contrainte, des gens veulent faire de chez nous des marchés. Pour que nous soyons de bons consommateurs et que nous puissions être pour eux des retours sur investissement. Au même moment, ces personnes-là disent « je vous aide » en apportant tout le nécessaire pour façonner votre école. Mais en sachant qu'ils ont un regard sur ce que vous allez enseigner. Si ça ne va pas dans leur intérêt, ils savent par où vous bloquer. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la réussite pour une famille, pour un parent ou des parents ou pour la société? La réussite, c'est peut-être de quitter son quartier ou son village, d'aller dans une ville pour continuer ses études, d'aller à l'université s'il y en a, ou de partir. C'est ça la réussite. Partir surtout. De partir. Alors, est-ce que nous sommes prêts à accepter que mon enfant qui est allé à la ville, à l'université, qui a acquis des connaissances, puisse du jour au lendemain revenir au village, dire, bon, vous savez, le problème que nous avons, voilà, c'est un problème d'eau. Le peu que je sais à propos de l'eau, c'est ceci, je vais vous aider pour qu'on puisse régler ce problème d'eau parce que, etc., etc. Pour nos parents. Pour nous-mêmes, c'est un échec. Et donc, il y a tout un travail de fond à ce niveau
de conscientisation d'abord, pour dire que nous ne pouvons pas régler nos problèmes si nous ne les prenons pas comme ça à bras le corps, pour que nous puissions réorienter. Ces derniers temps, toute la question tourne autour de l'emploi-formation. Je dis, les universités ne vont pas devenir des ateliers. Il faut faire attention. Les universités ne sont pas des ateliers de formation. Arrive à l'université, sur 1000 personnes, 5 personnes sortent de l'université, à peine 2 sur les 5. Les 2 qui sortent sont au chômage. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les 998 sont où? On ne pense même pas à eux. Ils sont dans l'informel. Donc, l'enjeu du développement se trouvera au niveau de la formulation des réformes curriculaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons enseigner dans notre système pour que dorénavant, c'est les 998 là qui arrivent et non les 2. Puisque les 2 ne feront pas le déplacement pour les 200. La preuve, nous sommes en échec total. Et sur les 50 prochaines années, ce n'est pas sûr que nous puissions sortir encore de l'impasse. Voilà comment le problème se pose. C'est très profond, mais... Oui, vous avez été... professeur Benouga. Non, moi je ne veux pas reprendre le discours idéologique de mon ami, ni politique de mon ami. Non, je crois que, bon, il y a peut-être du vrai dans ce qu'il dit. La réussite aujourd'hui, ce n'est pas tant tout ce qu'il dit. La réussite aujourd'hui, c'est qu'on vous voit dans une très grande maison, dans une grosse cylindrée, et qu'on vous voit en train de narguer tout le quartier en exhibant vos richesses. C'est ça. Mais pour revenir à la question qui est posée, moi je vais coller plutôt au thème qui nous rassemble. Je crois qu'au niveau des curricula, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans l'enseignement de la langue française. Les outils liés à la langue, nous ne pouvons pas les changer. Ils sont ce qu'ils sont et ils sont codifiés et acceptés par des institutions. On ne peut que fonctionner avec. C'est même ça qui fera qu'on ne parlera pas de mauvais usage de la langue ou de mauvaise acquisition de la langue. Par contre, dans le processus d'enseignement, les outils didactiques, pédagogiques doivent être revus. Il faut nécessairement que même l'apprentissage de la langue colle à la réalité, colle au contexte. Mais ce n'est pas très rassurant aujourd'hui, au moment où il y a toute une flopée de tests qui existent sur le marché, au moment où, par exemple, les thématiques ont évolué, au moment où le contexte, l'environnement de l'apprenant a évolué et a intégré de nouvelles réalités, qu'on puisse encore aller donner à l'apprenant des tests de 1930, de 1960, peut-être dans une dynamique de comparaison. Mais les thèmes nouveaux qui apparaissent, les réalités qui apparaissent aujourd'hui doivent intégrer l'enseignement de la langue française. On ne peut pas, par exemple, parler de communication aujourd'hui pour enseigner la langue française et aller emprunter des éléments qui intègrent uniquement l'espace rural. Oui. Non. Il faut faire la part des choses et faire en sorte que même l'enseignement soit quelque chose d'actuel. Ce qui manque toujours dans le système de formation et surtout dans l'enseignement de la langue française et de la littérature. Parce que quand vous regardez la plupart des établissements aujourd'hui, les documents qu'ils utilisent sont encore des documents des années 70, des années 80. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des changements entre-temps du matériel didactique, mais on tente dans certains milieux de faire revenir les anciens documents. Moi, je vois proliférer Mamadou Ebuneta. Non, là aussi, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La méthode syllabaire n'était pas une mauvaise méthode en soi. Ça permet, il y a un cheminement. Ça permet à l'apprenant de connaître les lettres, de connaître les syllabes, d'en arriver au mot, d'en arriver à la phrase, d'en arriver au test. Et il y a une dynamique évolutive dans l'apprentissage. Nous avons voulu faire des réformes. On a fait des réformes et on est arrivé à des manuels qui ont posé des problèmes. Je ne veux pas donner les noms, mais il y en a eu 2 qui posent des problèmes graves. Quand vous regardez le contenu de ces livres, on se demande si le livre n'a pas été contrôlé par des instances avant que ces livres ne soient diffusés.
Et dans la foulée, à partir du moment où certains responsables pédagogiques ont constaté qu'il y a ces faiblesses, on s'est référé au système éducatif ivoirien pour emprunter flamboyant, qui est réalisé dans un contexte totalement différent, avec des réalités qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ce flamboyant qu'on a commencé par enseigner. On est allé après vers le Sénégal avec la méthode Falk, que mon collègue connaît bien, avec la méthode Falk, qui n'a pas conduit à des résultats concluants. Parce qu'on apprenait à travers cette méthode et d'autres méthodes à l'enfant à réciter des tests qu'il ne comprend pas. Donc, on en a fait. Il y a une robotisation de la formation, ce qui fait que l'enfant est capable de vous débiter un test, mais interrogez-le sur l'orthographe d'un mot, interrogez-le sur la nature d'un mot, il en est incapable. Or, je ne fais pas la promotion du syllabaire. Non, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mais, toujours est-il que la structure même de ces documents et d'autres documents, on en a vu dans le système, ont permis de voir que l'apprenant peut facilement évoluer. Il y a une gradation dans l'acquisition du savoir. Tout revient à la vision que nous avons du Togolais de demain. Ce que nous voulons qu'il soit demain. À partir de cette vision, on peut lui mettre à sa disposition un certain nombre de documents. Ce qu'il faut déplorer, et ça c'est à plusieurs niveaux, c'est que parfois certains travaux se font sans les spécialistes. Certains choix se font sans les spécialistes. Ne serait-ce qu'un conseil à demander pour savoir si telle méthode est applicable. Est-ce qu'il y a des conséquences qu'il faut apprécier pour pouvoir limiter les dégâts? Ça ne se fait pas. Vous voyez quelqu'un qui, un matin, dans son bureau, prend la décision de confier ceci ou cela à un tel ou à un tel autre. Et il arrive parfois que ceux à qui on confie ce travail ne sont pas du système. Docteur Naoko, est-ce qu'il existe un laboratoire, ou je veux dire un cadre de réflexion et de production du matériel didactique pour l'enseignement, notamment du français? Oui, dans le temps, oui, effectivement. Il y avait des cellules, généralement composées d'inspecteurs, qui ont fait une longue carrière, qui connaissent bien les disciplines pour lesquelles ils interviennent, qui essayent de mener des actions abouties ou non abouties. Mais moi, mon problème ne se pose pas à ce niveau. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure le collègue Benouga, pour dire ceci, que nous avons plusieurs niveaux de décision. Non, plutôt de difficulté. Le premier niveau, c'est l'expérimentation des recherches qui sont considérées comme nouvelles. C'est-à-dire qu'une fois que nous avions fait quelques expérimentations et que nous avions vu dans un contexte que ça marchait, on commence par vendre ça tout autour et ça devient une marchandise que tout le monde peut porter. Et c'est ça qui a fait, par exemple, qu'il y a eu cette histoire entre la méthode syllabique, la méthode globale. On dit, bon, non, il faut aller dans ce sens-là, jusqu'à ce qu'on... Le temps d'arrêter le train, c'est trop tard. Généralement, c'est trop tard, c'est ce que je dis, c'est après avoir sacrifié des générations. Alors, l'autre problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les officines. C'est-à-dire les acteurs qui ne sont pas du tout de l'intérieur du système, mais qui sont aussi regardants sur le système et qui n'ont pas les mêmes intérêts que ceux qui sont à l'intérieur du système. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des travaux qui sont faits sur le champ de l'éducation au Togo, l'expertise nationale est à la limite caricaturale. C'est-à-dire qu'on n'ira pas chercher Benouga pour revoir le livre de français utilisé dans telle classe. Non, non. On appellera Benouga pour écouter un spécialiste qui a fait ses expériences ailleurs, etc. Et donc, on va nous fourguer une marchandise. À l'évidence, nous voyons que ça ne peut pas marcher chez nous parce que nous avons nos réalités, nous comprenons nos réalités, nous sommes aussi allés aux mêmes écoles pour les comprendre. Mais quelle est ta posture? Est-ce que tu peux arrêter quelque chose qui a été
importer de cette manière. Est-ce que ce n'est pas une défaillance de vous, universitaires aussi, parce qu'il vous revient de si produire vous appelez des ça, articles, si vous appelez ça défaillance, je ne suis pas sûr. Il faut voir le nombre d'articles que nous publions. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel collègue, vous pouvez facilement faire la liste des productions scientifiques reconnues mondialement, reconnues mondialement, des recherches sont prouvées, etc., qui sont vérées et autres. Mais personne, comme on le dit, comment on l'appelle, le marabout du coin n'est pas très le marabout du coin n'est pas très choyé, quoi. Moi, il m'arrive de me retrouver dans des instances où vous voyez, vous êtes choyé alors que chez vous personne ne vous connaît. Bon, ça c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que on sauve l'essentiel. Mais comme il le dit, c'est vrai que ces derniers temps, nous avions eu au moins des initiatives où ont été associés des enseignants ou des acteurs du système, pour essayer de voir un peu jusqu'où on peut aller dans la refonte curriculaire. Et du bon travail est en train d'être fait. Le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre et quelles vont être les conditions dans lesquelles on va les mettre en œuvre. Parce que c'est très important. Le tout, ce n'est pas de faire un document en disant que dorénavant, pour enseigner le français, voilà le document qu'il faut. Il faudra pouvoir le produire annuellement pour que chaque enfant du système puisse l'utiliser. Et ce sont des enjeux économiques. Ce sont des enjeux économiques qui peuvent être, je dirais, décisifs dans la réalisation de cette. Oui, mais je disais, est-ce que ce travail ne va pas au-delà d'une simple cellule de pédagogues d'université? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter, faire une sorte d'état généraux? Est-ce qu'il faut faire les états généraux de l'enseignement du français? C'est l'approche politique dont parle Benouga. Les mots. Associer un peu tout le monde à ce travail, les universitaires, même les chefs de village, les apprenants, passer par une phase pilote d'expérimentation. Bon, disons que les Gabonais ont un mot, ils appellent ça Moutouki. On ne peut pas associer tout le monde. Ah bon? Oui, c'est que si on veut faire les états généraux de français, il faut que la personne qui est invitée sache de quoi on va discuter ou de quoi il ira discuter. Et il faut qu'il, même s'il ne veut pas discuter, il faut qu'il comprenne ce que les autres disent. Le vrai problème n'est pas à ce niveau. Il y a eu des états généraux de l'enseignement du français dans ce pays. Ensuite, il y a eu, au niveau, je crois, de la Confemène, une conférence qui a été organisée dans ce pays, et si mes souvenirs sont exacts, entre 1900, si c'est pas 1986, ça doit être en 87. Bon, qui a permis donc de s'interroger sur l'enseignement du français en Afrique. Et il y a eu également une grande réunion organisée par l'OIF à Libreville, quelques années plus tard, dans les années 90, pour réfléchir véritablement sur l'enseignement du français. Le problème qui se pose à nous, c'est d'abord un problème de formation. Quel type de prof de français envoyons-nous sur le terrain? Ensuite, le second problème, c'est le problème de matériel didactique. Quels sont les supports qu'ils utilisent? Comment ces supports sont élaborés? Et quels sont les objectifs visés en élaborant le support? Et le troisième problème est lié même au système éducatif, au système de l'enseignement. Nous avons parlé au départ de l'émission du ratio. Un cours de français est dispensé et animé de la même manière que les autres cours, mais il a ceci de particulier. Quand vous ne travaillez pas sur un certain nombre d'aspects, sur des tests, l'apprenant ne comprend rien. Et à un moment donné, il a le sentiment qu'il s'ennuie. Et il revient à l'enseignant, formé, de pouvoir outiller, aiguillonner l'apprenant pour que l'apprenant puisse s'intéresser à tel aspect ou à tel autre et puisse identifier tel élément ou tel autre dans le test. C'est cet effort que nous devons faire. Cet effort qui doit être fait relève de la compétence de la nation tout entière. Il ne s'agit pas d'incriminer, il ne s'agit pas de trouver des coupables ici et là, mais il faut nécessairement qu'à un moment donné,
on puisse trouver l'enseignant qu'il faut pour la discipline qu'il faut dans notre pays pour pouvoir faire évoluer les choses. Et quand vous posez la question du matériel didactique, ce n'est pas simplement les équipes pédagogiques qui peuvent travailler là-dessus. Bon, parce que c'est l'aspect intellectuel. Ils vont faire le travail sera déposé, mais il faut que cela intègre une vision qui est définie par le ministère en charge ou qui est définie par l'État. Parce que le type de citoyen qu'on veut former demain se lie dans les programmes. Et à ce niveau, des décisions doivent être prises. C'est à partir de ces décisions qu'on peut orienter le support pédagogique et dire que voici les valeurs que nous voulons inculquer aux citoyens togolais demain. Ça doit se sentir dans l'enseignement. Ça doit se sentir également à travers les tests. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question-là. J'ose croire que votre plan national de développement a intégré ces dimensions. Je ne l'ai pas encore parcouru en totalité. Mais non, il faut. Je crois que. Moi, je dis. Ce sera le mot de fin. Oui, je dis que sur les questions d'éducation sont tellement importantes qu'il ne faut pas en faire des enjeux politiques. Mais quand on parle, ces questions sont reléguées quand on parle de... Oui, justement. Et c'est le résultat, on le voit. Le résultat, l'école devait servir à nous développer, mais si l'école nous sert à nous sous-développer, vous voyez qu'il y a un problème. Donc, je crois qu'il faut absolument que nous comprenions que l'enjeu autour de l'école est tellement sérieux, important, pour que à un moment donné, on puisse y mettre à contribution tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour en faire. C'est déjà un enjeu politique. Merci en tout cas. Oui, bien sûr, mais pas au sens où on le comprend habituellement. Merci d'avoir animé ce plateau avec nous, un plateau très riche. Merci à Dr Raymond Kokwaoukou et puis au professeur Martin Dossou Benouga. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.